Monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs, c'est avec grand plaisir et en vive conscience de l'importance de cette journée dédiée au patrimoine que je vous présenterai un répertoire du Wolof du Sénégal, les Sabars. Je vous expliquerai pourquoi. Et je partagerai avec vous la méthodologie de la collecte qui permet de constituer un patrimoine culturel. Dans le métier qui est le mien, l'ethnomusicologie, les mots patrimoine trouvent tout son sens. Les travail sur les musiques dites de tradition orale, ce qui veut dire transmises de génération en génération à l'oral et par l'écrit, est l'une des composantes majeures du patrimoine immatériel, au même titre, bien entendu, que les monuments, les sites naturels, etc. La fonction de la musique et de son outil, l'instrument musical, ne se réduit pas à la production des sons, ça va bien au-delà de tout ça. L'une et l'autre véhiculent les valeurs culturelles, spirituelles, esthétiques les plus profondes d'une civilisation et assurent la transmission des connaissances dans tout domaine. Lorsque j'ai préparé cette conférence, en fait, je l'ai préparé deux. Je vous dis pourquoi. Au début, je me suis dit, allez, je vais présenter un peu les répertoires des Wolofs du Sénégal. Après, à fur et à mesure, en travaillant sur les sujets, en voulant axer davantage sur la notion des patrimoines, je me suis dit non, je vais faire un pas en arrière. Au lieu de vous expliquer, de vous présenter les répertoires, je vais vous raconter comment je constitue un répertoire, comment je constitue un patrimoine. Ce qui est mon métier. Ce qui est intéressant aussi, ça vous permettra de comprendre quelle est toute la démarche qui régit la collecte, le patrimoine. Et dans mon métier, lorsqu'on parle de musique, souvent on se dit, bon, il n'y a que la musique, et bien non, la musique c'est pluridisciplinaire dans son approche. Ce qui veut dire qu'il y a plusieurs champs d'action, il y a la danse, il y a les chants, et il y a les instruments de musique. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je vais sur le terrain? Je vais tout vous raconter. Il y a une vraie école d'apprentissage pour élaborer tout ça. Moi, j'ai eu la grande chance de travailler avec un très grand africaniste qui s'estime à Rome. D'ailleurs, je suis sa dernière disciple, c'est comme ça on peut dire. Et ce monsieur, il a vraiment révolutionné l'approche de l'ethnomusicologie, notamment sur la musique africaine, dans les années 60 et 70. Aujourd'hui, il est assez âgé, mais malgré tout, chaque fois qu'il y a une publication que je dois faire, ou n'importe quelle chose qui doit sortir, eh bien, je vais chez ce grand monsieur et je discute avec lui. Donc c'est important aussi de pouvoir confronter sa propre méthode. Donc, il faut chercher les bons interlocuteurs. C'est qui les bons interlocuteurs à votre avis? Allez, alors je vous dis déjà comment je fonctionne. Je ne suis pas quelqu'un qui aime bien les conférences magistrales au-delà, j'ai horreur de ça. J'aime bien participer avec le public. Et ça va être comme ça pendant 3 heures. Hein. Donc, mieux vaut que vous y fassiez, il faut s'y faire. Vous devez répondre, je vous le demande. Parce qu'on va construire ensemble tout ça. D'accord? Donc, moi j'arrive, je descends de mon avion, j'arrive au Sénégal. Il me faut les bons interlocuteurs, je dois enregistrer. Alors, à votre avis, où je peux aller? Où? Qu'est-ce que je recherche? Allez-y, soyez pas timide. Dans tous les cas, je vous lâcherai pas facilement. Allez, dites-moi. Allez-y. Vous êtes la première personne qui aura le courage. Voilà, merci beaucoup. On y va, dites-moi. Dans les villages, là où on a un message à passer. Ah, oui. Mais... par exemple, un domaine médical. Pas mal. Encore, dans les villages. Mais avant d'aller dans les villages, comment je fais ça pour savoir quel est le bon village? Les enquêtes. Il faut enquêter. Il faut enquêter. Et là, c'est un très long travail. Ce qui veut dire que vous n'arrêtez pas d'avoir un seul interlocuteur pour vos enquêtes, vous en avez plusieurs. Et vous allez comparer. Et vous allez voir si ce que c'est dit, c'est la même chose à plusieurs reprises. Parce que parfois, ça peut être aussi pas très net, pas très précis. C'est pas tout à fait ça. Première info, ok, les bons interlocuteurs. Après, qu'est-ce qui peut bien être utile pour quelqu'un comme moi qui arrive? À part bien sûr les contenus, etc. Hein? Alors, qu'est-ce que ça peut être bien utile? Allez, réfléchissez.
Imaginez-vous d'avoir un sac à dos et vous êtes en train de partir pour aller faire du terrain. Si vous ne parlez pas la langue locale, ça va... Merci monsieur, j'entendais ça. Oui, la langue. Moi je ne l'ai pas. Je l'ai un tout petit peu. Mais dans une langue, il y a tellement de nuances, il y a tellement d'éléments que ça peut vouloir dire un mot qu'il faut avoir quelqu'un qui connaisse bien la langue. Donc, quelqu'un qui parle Wolof. D'accord? Dans mon cas, ou Sérère, ça dépend. Donc, et deux, interprète. Deuxième info. Il me faut quoi? Et puis finalement, j'arrive dans mon village, mais c'est pas que j'arrive dans mon village et tout le monde me dit oui, oui, on va chanter pour toi. Oh oui, oui, on va jouer pour toi. C'est pas ça. Et c'est là qu'il y a un long travail d'explication et de confiance. Monsieur Guisset, vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr. Merci. Donc, c'est tout ça, c'est surtout la confiance qui doit se mettre en place. Et ce travail-là, ça m'a pris énormément d'années pour le mettre en place. 20 ans. Après, aujourd'hui, j'ai pu travailler pendant toutes ces années, j'ai travaillé notamment dans 3 régions, dans plusieurs villages. Il y a eu les Kayors, les Salou, les Rois et les Walo. J'ai fait ces trois régions. Et puis, il faut savoir aussi poser les bonnes questions. Et vous allez voir que lorsqu'on pose des questions, ce n'est pas tout à fait facile. Mais pourquoi ce n'est pas facile? Parce que parfois, je demande ou je pose des questions que les gens ne sont pas nécessairement habitués à avoir ces questions-là. Si je leur dis, mais dis-moi, explique-moi l'ordre de comment ça marche le rituel des mariages. Pourquoi ils doivent le faire? Vous comprenez? Il faut sensibiliser les personnes à leur expliquer pourquoi. Parce que c'est ton héritage, parce que c'est ta culture, parce que c'est ton patrimoine. Et c'est ça qui est sensibilisé aussi à tout ça, c'est hyper important. Ok, maintenant on est bon, tout le monde est sensibilisé, j'ai trouvé les bons chanteurs, les bons musiciens, il y a confiance, travail. Alors qu'est-ce qu'il se passe pour les enregistrements? Eh bien là, ce n'est pas facile, il faut savoir enregistrer. On ne peut pas prendre un iPhone ou n'importe quoi, et ça j'insiste, parce que parfois il y a des jeunes étudiants qui me disent oui, oui, j'irai avec les petits zooms, etc. Non. L'enregistrement, c'est précieux parce qu'il doit nous parler après. Après. Si l'enregistrement n'est pas propre, il n'est pas net, il ne pourra pas me parler, il n'aura rien à me dire. Parce que les sons, ils sont pas clairs, les sons, ils sont pas nets, parce qu'il y a du bruit. Donc, il faut être exigeant aussi. Et c'est vrai que ça aussi, c'est une sensibilisation qu'il faut faire avec les musiciens. Pour eux, pourquoi il faut du silence? Pourquoi? Alors, ça m'est arrivé. Il m'est retrouvé ça dans les salles, moi je n'oublierai jamais cette expérience et je peux vous en expliquer deux. Et sur les enquêtes et sur les enregistrements. Et là, j'entendais du bruit. On était dans une chambre et j'ai dit non, il faisait plus de 40 degrés. J'ai fait fermer toutes les fenêtres, toutes les portes, parce que je ne voulais pas du bruit. Et je vous assure, les chanteuses, elles étaient adorables. Elles ont commencé à enregistrer. À la fin, il y a eu un mouton. Et j'ai dit, là, il faut le faire. Je pense qu'elles m'ont vraiment détesté. Vous voyez ce que ça veut dire l'exigence aussi dans les sons et dans les matériels. Des enquêtes. Alors, lorsqu'on enquête, il faut toujours éviter, par exemple, de se retrouver face à face avec quelqu'un. D'ailleurs, c'est très rare en Afrique de se trouver tout seul avec quelqu'un. Il faut toujours du monde. Et chaque fois que je menais des enquêtes, ça a été toujours un moment très fort du point de vue humain, parce qu'il y a un relationnel très fort qui s'instaure, ils sont en train quand même de me donner quelque chose, d'accord? Mais ce qui est important, c'est que là, il faut faire très attention à ce qui se passe. Lorsque vous posez une question à votre interlocuteur, ne regardez jamais quel est l'interlocuteur, il se passe quelque chose autour. Et vous verrez que tout le monde participe dans l'air. Par exemple, vous voyez aussi qu'il y a la mémoire qui s'est construite. Ça m'est arrivé, par exemple, sur des rituels qui sont en voie de disparition, les Kassak, par exemple, c'est le rituel de circoncision, d'accord, chez le Wolof, eh ben, c'est pas tout le monde, aujourd'hui, ça ne se pratique plus. Donc, j'ai dû reconstruire et reconstruire jusqu'à voir les déroulements de l'événement en entier. Et c'est là que tu vois les gens, mais non, c'est comme ça que ça se passe. Non, 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 c'est pas comme ça. Et là, vous voyez, tout se bouge. Il y a la mémoire collective qui se met en place. Et c'est ça qui est important. La notion de mémoire collective, c'est absolument important dans ce type de travail. On a absolument besoin d'avoir les collectifs qui travaillent avec nous.
Alors, ce qui est aussi important pour quelqu'un qui va sur le terrain, ok, j'enregistre mes propres enregistrements, j'ai fait mes propres enquêtes, mais ce qui est précieux, et là c'est super le travail qu'a pu faire M. Guisset, et je vous en remercie énormément, sont les archives. Les archives. Lorsque j'ai commencé mon terrain sur le Sénégal, il y avait les archives culturelles du Sénégal, Robert Pepper. Donc il y a une partie de ces archives qui sont à Bondy, à région parisienne, et moi j'ai pu faire ce travail sur ces archives. Ça veut dire quoi faire ce travail sur ces archives? Ça veut dire que j'ai pu comparer. Ça veut dire que j'ai pu faire une étude sur 50 ans, voir ce qui s'est passé chez le Wolof, du point de vue musical. Et qu'est-ce que j'ai découvert, à votre avis? Qu'il y a des répertoires qui ont disparu, il y a des répertoires qui ont pris une autre forme, mais ils survivent. Mais en fait, la fonction première, elle a complètement disparu, et il y a des répertoires qui se sont maintenus. Donc ça sont les trois options qu'on peut retrouver. Et ce qui est intéressant, c'est que d'emblée, sur ce type de matériel, j'ai une vision diachronique et synchronique à la fois. C'est ça qui est extrêmement important. Il y a des rituels de chasse. Il y a encore des rituels. C'est encore aujourd'hui, on le fait. Et Simran, quand il a commencé à enregistrer, il avait vu, lui, à son tour des archives. Elle dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Et je voudrais enregistrer des répertoires autour de la chasse. Et les pygmées, ils lui ont dit, ce n'est plus possible. Mais pourquoi? Parce que maintenant, on n'a plus il n'y a plus l'arc, il n'y a plus la flèche, maintenant on a le fusil, on prend, on y va. Donc, top, c'est tombé à l'eau, on n'a plus rien. Un rituel, un événement constitutif d'un répertoire, d'un patrimoine, d'une culture a disparu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire par là? Qu'est-ce que je veux dire par là? Que les notions de mondialisation, modernisation, c'est bien d'un côté, et de l'autre côté, sont absolument nocifs pour ce type de répertoires musicaux. Donc, l'héritage, encore une fois, c'est absolument important. Alors, j'ai enregistré, je suis très contente de tous mes enregistrements. Maintenant, je rentre à Paris. Je me suis assise dans mon bureau. Imaginez-vous mes photos, mes vidéos, mes enregistrements. Je suis assise à mon bureau avec des enregistrements, des photos et des vidéos. Maintenant, je dois faire parler tous ces matériels. Il faut savoir faire parler. Les matériels, ils doivent nous raconter quelque chose. Et c'est là que ce n'est pas facile. Et c'est pour cela qu'il y a cette exigence dont je vous ai parlé sur le terrain et qu'il faut sensibiliser les gens. Ce qui veut dire que je dois faire des analyses musicales, donc de la musique traditionnelle, de tradition orale, comme on a dit, on glisse à l'écrit. Mais on glisse à l'écrit pas parce que je veux les écrire nécessairement, mais parce que j'ai besoin de les étudier. J'ai besoin de comprendre comment ces musiques sont structurées, la systématique musicale, ça c'est tout. Des photos, qu'est-ce qu'elles peuvent me permettre les photos? De classifier par exemple les instruments de musique. Il y a une science qui classifie les instruments de musique, c'est l'organologie. Voilà, donc il y a plusieurs éléments qui constituent cette discipline et je vous en dirai après un tout petit peu lorsqu'on aura les tambours devant nous, ça sera plus clair. Et puis bien sûr les vidéos. Les vidéos, ils ont une multitude d'objectifs. Le premier, comprendre le déroulement d'un événement, ce que je vous disais, comprendre la danse. Mais pourquoi ça m'intéresse la danse? Parce que parfois, et là je vais vous donner quelque chose que moi j'ai appris sur le terrain, vous savez, notamment en Afrique, lorsqu'il y a des musiques, il est très rare d'entendre la pulsation. Est-ce que vous savez c'est quoi la pulsation? C'est de battre les têtes, d'accord? Ça, c'est très rare de l'avoir, parce que c'est implicite. Et ce n'est pas implicite pour moi. Si moi j'arrive, j'ai besoin de comprendre comment ça marche, où est la pulsation. Après, vous allez faire un exercice avec moi sur la pulsation. Lorsqu'on aura le tambour sabbat, on va le faire. Et vous allez voir que ce n'est pas si évident que ça. Si je n'ai pas la bonne pulsation, je ne pourrai pas faire la bonne transcription musicale. C'est un échec. C'est faux ce que je suis en train de dire concernant cette population. Donc ça, première chose, j'ai besoin de ça. Et parfois, quand vous êtes en train d'enregistrer des musiques, où vous avez le réflexe de dire, excuse-moi, ça c'est les tout petits tels que, mais maintenant, pourrais-tu me faire la pulsation parce que je ne comprends pas? Et ça, vous entendez et vous vous dites, c'est bon, je ferai un enregistrement, une transcription qui est propre. Mais parfois, vous oubliez.
Ah, mais alors, c'est où qu'on aura la pulsation? Les pieds de la danseuse. Les pieds de la danseuse parlent. C'est pour cela que les vidéos sont importantes, très importantes. Et là, vous allez découvrir beaucoup de choses. Vous regarderez après les films que je vous ai montrés, c'est ça que j'ai fait. Pas mal de temps, je me suis carrément concentrée sur les pieds. Parce qu'il fallait comprendre l'interaction entre la musique et la danse. Alors, donc, mon patrimoine musical que j'ai devant moi a besoin d'être étudié. Mais étudié pas seulement du point de vue musical, je vous ai parlé d'interdisciplinarité. Eh bien oui, regardez un peu combien de disciplines doivent s'approprier d'une pièce musicale. Eh bien, on a l'organologie, l'ethnomusicologie, l'ethnochoréologie, l'anthropologie, la botanique et la linguistique. Chaque fois que je fais une étude qui est liée à l'analyse d'un patrimoine musical, il y a au minimum ces 6 disciplines. J'aurais besoin d'un linguiste qui puisse me dire correctement comment il faut écrire, comment il faut traduire. Pourquoi j'ai fait appel à quelqu'un qui fait de la botanique? Allez, dites-moi, pourquoi? Deuxième question, c'est pas beaucoup, je suis trop gentille encore. Allez, soyez pas timide. Au fond, là, je vois pas, j'entends pas. Alors, pourquoi on fait appel à la botanique? J'entends pas jusqu'ici. Vous avez une idée? Fabriquer des instruments. Alors, qui l'a dit? Il est où la personne? Alors, bonjour monsieur. Alors, c'est l'étape d'après, la fabrication des instruments. J'ai besoin d'avoir la botanique, de connaître les questions, de faire appel à quelqu'un qui étudie la botanique, parce que j'ai besoin de reconnaître avec quel bois il a été fabriqué. Ça, c'est fondamental. Et pourquoi j'ai besoin de savoir quel est le bois? Parce que dans l'organologie, on étudie ça, et je vais plus loin. Avec tous les processus actuels de modernisation, des changements climatiques, etc., souvent les musiciens ils sont obligés d'essayer de replier sur autre chose. Ils voient qu'un tambour ne sonne plus, il n'y a plus de bois, et ben, il faut qu'ils en cherchent un autre qui a les mêmes qualités sonores. Donc vous voyez pourquoi ça se développe de partout cette discipline. C'est pour cela que j'ai besoin d'un botanique. Donc, je dirais pour presque conclure cette petite première partie avant le film, les Wolofs et les Sérères, avec lesquels j'ai travaillé depuis de longues années, ont eu la gentillesse, je dirais, de partager avec moi. Ils m'ont autorisé à lire leur patrimoine, ils m'ont fait confiance. Ça, c'est absolument important. Et aujourd'hui, nous allons voir justement un film sur les tambours et la danse sabar des Wolofs. C'est le seul répertoire dont je vous parlerai aujourd'hui. Et il s'agit là d'un seul événement. Les répertoires musicaux, les autres, on n'aura pas le temps de les aborder. Donc, vous allez voir un film qui est articulé en 2 parties. C'est un film de 32 minutes. Mais juste pour vous expliquer ce qui a régi tout ce travail. Ça va se réduire en 32 minutes, mais ça a été des longues heures de travail. Pour la fabrication, il y aura un premier volet, fabrication d'instruments de musique, donc du sabar. Vous allez voir toutes les étapes de fabrication. Et ça a été fait dans un marché à Colaban, je crois, hein, Tafa. Et on est resté une journée entière. Une journée entière à filmer. Donc là, on l'a réduit en 15 minutes, juste pour vous donner un aperçu des différentes étapes de la fabrication. C'est extrêmement complexe. Et puis, il y a la partie danse. Pourquoi je choisis la partie danse? Parce que le sabar, il est très représentatif dans cette danse. On le retrouve dans d'autres événements, mais lorsqu'on parle du tambour sabar, d'emblée, on pense à l'événement sabar, tout de suite, à la danse. Donc, il s'agit d'un film à caractère scientifique, il s'agit d'un film à caractère documentaire et pédagogique, et bien évidemment, les objectifs que je me suis posés ne peuvent pas être les objectifs d'un film lambda, d'accord? Au contraire. Les derniers points que je voudrais aborder avec vous, et ça c'est absolument important pour moi, c'est avec qui je fais ce film. Et bien là, j'ai le plaisir de vous présenter Elad Moustapha Ndeiroz, qui est là dans la salle avec moi, qui m'a accompagné dans tout ce travail chez les personnes qui ont fabriqué, qui ont donné la forme au fût, qui après ça a été l'instrument de musique, et puis bien sûr avec la danse. Il m'a accompagné
il a fait avec moi tout ce qui concerne les enquêtes avec moi et les interviews. Voilà. Donc je les remercie. D'ailleurs, Tafa, est-ce que tu peux venir ici 2 minutes? Alors, il faut juste dire une chose, et ça, quand je vous parlais des confiances, des travail qu'on fait avec les musiciens, avec Tafa, on travaille depuis peut-être 2002, 2003. Et pour vous dire, notre collaboration, elle est assez spéciale. On a pu monter des ateliers de pratique instrumentale à la Philharmonie de Paris, autour des tambours savars du Sénégal. C'est chose inédite quand même dans une grande institution publique. Et je suis très fière de ce travail-là, que la musique sénégalaise soit représentée à ce niveau-là. Et c'est aussi important parce que lorsque je viens ici, je mets ma deuxième casquette, parce que quand je suis à la Philharmonie, je suis la responsable des ateliers et des formations avec des objectifs plutôt pédagogiques. Lorsque je viens ici, je mets ma casquette de scientifique, et bien c'est avec lui qu'on va découvrir les musiciens, on va travailler avec les musiciens, on enregistre, etc. Et quand je vous disais les bons interlocuteurs, ça c'est un très bon interlocuteur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une valeur sûre. Voilà. Reconnu pas seulement par moi, mais par la population. Voilà. Et j'étais à Bologne. Et là, on a organisé un premier concert, un premier festival autour de musique du monde. Et là, les hasards ont voulu qu'il y avait le Wolof. Et pourtant, j'avais entendu des musiques africaines, parce que déjà, j'ai travaillé sur l'ethnomusicologie. Dès que j'ai entendu la musique Wolof, c'est quelque chose qui s'est passé, direct. Ça a été une énergie, je me suis dit, ben voilà, c'est sur ça que je vais travailler. Et je me rappelle que Simrarom, à l'époque Roberto Ledi, c'est un autre grand ethnomusicologue italien, il me dit, je te fais une lettre, je t'envoie à Paris, tu vas travailler avec un grand africaniste, et c'est comme ça que je suis arrivée. Voilà, et c'est comme ça que les Wolofs ont pris mon cœur. Mais c'est pas que les Wolofs, hein. Attention, hein. C'est les musiques du Sénégal, et pas que, parce qu'avec mon métier à la Philharmonie, je côtoie pas mal de musique et de tradition orale. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon travail. D'autres questions? Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est une question de sociologue. Allez-y. Je me demandais, puisque j'ai bien compris que vous vous déplacez dans les quartiers, le terrain pour faire un certain nombre d'enregistrements, vous rendez le matériau à Paris, vous analysez sur tout un tas d'angles. Est-ce que vous faites un rendu aux gens auprès de qui vous avez enregistré? Très bonne question. Et deuxièmement, est-ce que vous avez, si c'est le cas, est-ce que vous avez l'impression que ce rendu les conforte dans leur identité spécifique? Et là, je fais un petit clin d'œil par rapport à votre commentaire sur la mondialisation et l'uniformisation tout à l'heure. Bien compris. Merci. Alors, pour ce qui est du rendu, oui, ils savent toujours ce qu'il va se passer. Par exemple, le Tafa, il est là, il est l'exemple. Généralement, quand je fais des enregistrements, je retourne ces enregistrements. Donc, c'est juste une façon d'échanger un peu le travail. La deuxième question, c'était, attendez-moi, la question de l'identité. Bravo. Je ne sais pas. Je n'ai pas envie de vous dire des bêtises, je ne sais pas. Je sais qu'il se passe quelque chose, je sais qu'il y a une prise de conscience par rapport à tout ça, mais je ne saurais pas vous dire. Et c'est une très bonne question, ce que vous me dites, parce que après, vous voyez, sur Tafa, quand je travaille avec lui, je sais qu'il y a cette notion, cette prise de conscience. Sur les autres musiciens, je ne sais pas jusqu'à où ça peut aller. Voilà, pour être vraiment très franche. D'autres questions? Monsieur. Oui, bonjour. Je suis intéressé, stupéfait par les capacités. Oui. Je suis très intéressé et assez stupéfait par les capacités des enfants quand ils jouent du tambour. J'ai la joie et parfois l'énervement que juste en dessous de chez moi, tous les soirs ou tous les jours, il y a 15 ou 20 enfants qui font parfois beaucoup de bruit, mais ils me stupéfient. C'était mon métier, à la musique. Et j'ai travaillé de façon très très dure comme concertiste d'un bon niveau, et ils me stupéfient. Ils ont 6-8 ans et ils jouent naturellement. Est-ce qu'ils ont une structure pour apprendre? Comment ils font à part l'imitation? J'adore cette question. Non.
C'est ça qui est juste extraordinaire, c'est une imprégnation qu'il y a depuis qu'ils sont tout petits. Chez une famille griotte, vous pouvez vous asseoir un jour, vous dites rien, vous observez ce qui se passe. Il y a plusieurs personnes de plusieurs classes d'âge dans une maison. Et à un certain moment, vous pouvez trouver un enfant qui prend son petit pot de conserve, parce qu'au début, on ne joue pas tout de suite sur les tambours, ça va, un petit pot de conserve, allez, je prends la laquette de ma maman, quand elle fait la laquette, c'est la calebasse. Vous voyez, tout ustensile qui puisse produire un son. Et comme ça, elle commence à produire les sons. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a son oncle qui passe. Je vous donne un exemple. Il me dit, ah, attention, là, tu te trompes, c'est pas bon. Donc, depuis qu'ils sont tout petits, ils sont imprégnés de tout ça. Ils vont aux événements, vous êtes imprégnés de tout ça. Ils mangent, ils ne parlent que de musique, ils discutent de ça, de quel type de rythme ils vont travailler. Par exemple, j'ai assisté à des échanges avec Tafa, où Tafa, il dit à ses enfants, les plus petits, les grands, etc. Donc ça devient un échange familial. Vous voyez, c'est toute la famille qui est dans ces démarches-là. On lui dit, attention, ces rythmes-là, vous commencez à les changer, c'est pas bon dans la tradition, c'était pas comme ça, etc. Et c'est comme ça qu'on construit, jour après jour, cette identité, et on construit cette marque et cette mémoire, qui est une mémoire qui est collective au départ. Et après, bien sûr, ça devient individuel. Mais c'est comme ça qu'on construit. Depuis depuis qu'ils sont tout petits. Quand on dit, ah ben tiens, la maman qui regarde son enfant sur le dos, mais il y a des chants qui sont liés à la relation mère-enfant, et il y a les tapotements là. Vous vous rappelez, je vous ai parlé des pulsations. Et bien souvent c'est ça. Ça commence à être imprégné par des gestes qui sont complètement anecdotiques pour nous, mais ils ne le sont pas du tout. Ils ne le sont pas du tout. Et c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on apprend. D'autres questions? Monsieur. Peut-être ça va être la dernière parce que je souhaiterais laisser vraiment la place à monsieur Guissé. C'est une bonne fois, je pense. Après, si vous voulez, on peut parler beaucoup, hein, avec plaisir, mais dites-moi tout. Ok, merci beaucoup pour l'exposé. Moi, c'était plus, est-ce qu'il vous arrive d'avoir des barrières dans votre métier? Si. Est-ce que aussi, il y a des chocs culturels pendant votre tournage? Si. Il y a tout ça. Je vais être plus clair. Barrière, oui, ça m'est arrivé d'aller dans un village en particulier où je suis allée, j'ai expliqué le travail que je faisais, j'étais introduite par quelqu'un, mais les personnes ne voulaient pas. Et puis vous savez, il faut se le dire aussi, il y a aussi des questions de négociation, malheureusement parfois. Et voilà, parfois la négociation, elle peut casser. Et je fais un voyage pour rien, graou, comme on dit en Wolof. Je vais chercher ailleurs, d'accord? Donc oui. Après, pendant les tournages, non, pas vraiment les chocs culturels. Vous savez, non, parce que lorsqu'on explique son propre travail, bien sûr, il y a, moi j'arrive, je suis blanche, si vous voulez, il y a ces différences aussi, il ne faut pas se voiler la face, on n'est pas là pour ça, j'ai une autre culture, j'ai une autre façon de faire, mais j'arrive là avec beaucoup d'humilité aussi. Et j'ai beaucoup de respect. Je ne viens pas là pour dire, pour avoir une attitude qui serait pas correcte. Déjà que je suis en demande. Hein. Donc c'est beaucoup de respect, je pense. Mais il n'y a jamais eu de choc de culture. Après, vous savez, les soirs, quand on peut se retrouver avec les mamans, on peut se retrouver avec les anciens, où ça devient plus personnel. Parce que vous partagez quand même des moments assez forts avec toutes ces personnes. On peut te poser des questions qui sont plus spécifiques et c'est là qui est intéressant parce que vous marquez ou vous approuvez votre différence. Et la différence, on la discute. On en dialogue. Donc non, je dirais non. J'ai eu beaucoup de chance, je pense. Et bien, je vous remercie pour cette première partie. Merci beaucoup. Là, j'ai laissé la place à monsieur Guissé, j'ai laissé la place à Delphine. Et on se revoit après pour la partie concert pédagogique et concert. Merci.